Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal tout en images sur KMT LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Notre pensée du jour, il y a des murs que seule la patience détruit et il y a des ponts que seule la tendresse construit. Porter des chaussettes pendant la nuit et maintenir une température ambiante fraîche dans la chambre, environ 15 à 20 degrés, favorise le sommeil. Aujourd'hui, l'air est moyen, il en sera sans doute de même demain. Un vol long courrier Air France AF 895, parti de Fort-de-France pour Paris, a été contraint de faire demi-tour samedi soir après le décollage, des flammes ayant été aperçues dans un des moteurs. L'appareil s'est reposé sans difficulté à l'aéroport Aimé Césaire du Lamentin. Les passagers en ont été quittes pour une très grande frayeur. La compagnie a pris en charge les passagers qui ont pris un autre vol aujourd'hui. Vendredi matin, le 20 février, un homme de 74 ans a perdu la vie après avoir été victime d'un malaise lors d'une plongée en apnée aux îlets. Pourquoi venir en Martinique pour ça? 15 jours après son arrivée en Martinique, en décembre 2022, Shodan Emmanuel, un Saint-Lucien de 29 ans, a entrepris de menacer des femmes avec une arme à feu, de les embarquer sur une moto, de les emmener dans un squat et de les violer. Cela s'est passé sur la route entre le François et Ducos. 3 femmes ont été victimes de ces agissements. Arrêté en février 2023, il est jugé par le tribunal de Fort-de-France à partir d'aujourd'hui, lundi 23 février. Ce procès devrait durer 2 jours. Niant l'évidence, l'homme affirme ne pas être coupable des faits qui lui sont reprochés. Il risque entre 15 et 20 ans de prison. Ce jeudi 19 février, l'Assemblée nationale a profondément modifié le projet de loi sur l'aide à mourir. Les députés ont approuvé avec une très courte majorité, 71 voix contre 70, avec 2 abstentions, 2 amendements identiques permettant aux patients de choisir librement entre le suicide assisté et l'euthanasie. Cette décision marque un tournant majeur. Le texte initial prévoyait en effet de limiter l'euthanasie aux personnes physiquement incapables de réaliser elles-mêmes le geste létal. En supprimant cette condition, les députés ouvrent beaucoup plus largement la possibilité d'une euthanasie au même titre que le suicide assisté et bouleversent ainsi l'équilibre que le gouvernement avait tenté de préserver dans sa proposition. Ce revirement survient alors que le gouvernement mettait précisément en avant un modèle français équilibré de la fin de vie, centré d'abord sur l'autonomie du patient et le soutien médical. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs a dénoncé une rupture majeure du projet initial, tandis que le député LFI Adrien Clouet a salué, citons-le, une victoire historique pour le droit à mourir dans la dignité. Fin de citation. Un motard a été interpellé au Carbet samedi soir après avoir refusé d'obtempérer à un contrôle routier et percuté 2 gendarmes légèrement blessés, ce qui met en lumière les tensions sur les routes et la fermeté des forces de l'ordre. 25 militaires des forces armées d'Haïti ont quitté Port-au-Prince le 21 février pour se rendre en Martinique, où ils suivront une formation intensive de plusieurs semaines avec les forces armées aux Antilles dans le cadre du programme de coopération militaire Sabre entre la France et Haïti. 80 États membres de l'ONU, rejoints par plusieurs organisations internationales comme l'Union européenne et la Ligue arabe, ont condamné dans une déclaration commune les nouvelles mesures prises par Israël en Cisjordanie occupée. Ils dénoncent la décision du gouvernement israélien d'accélérer l'enregistrement foncier et de faciliter l'achat de terres par les colons, y voyant une volonté d'étendre une présence jugée illégale et un risque d'annexion de ce territoire palestinien occupé depuis 1967. Ces États estiment que ces mesures violent le droit international, modifient la composition démographique et le statut du territoire palestinien
y compris Jérusalem-Est, et compromettent les perspectives de paix ainsi que la stabilité régionale. Ils réaffirment leur opposition ferme à toute forme d'annexion et demandent l'annulation immédiate de ces décisions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà appelé Israël à revenir sur ces mesures, les qualifiant d'illégales et de déstabilisantes. Parallèlement, la colonisation en Cisjordanie se produit et s'est intensifiée sous l'actuel gouvernement de Benyamin Netanyahou, avec plus de 500 000 colons israéliens vivant aujourd'hui en Cisjordanie, hors Jérusalem-Est, au milieu d'environ 3 millions de Palestiniens, dans des colonies que l'ONU considère comme illégales au regard du droit international. Une des légendes de la salsa, le trompettiste Willie Colon, est décédé samedi aux États-Unis. C'était une figure majeure de la musique latino-caribéenne dont l'influence a marqué plusieurs générations d'artistes et mélomanes à travers le monde. Les perspectives économiques régionales indiquent un ralentissement de la croissance dans les Caraïbes, hors le Guyana. Estimé à environ 1,7%, ce ralentissement est dû à un environnement externe moins dynamique, affectant notamment les services touristiques essentiels aux économies insulaires de la zone. Sanae Takaichi a été reconduite par le Parlement japonais au poste de première ministre après la victoire écrasante de son parti libéral-démocrate aux législatives anticipées du 8 février dernier. Le PLD, le Parti libéral-démocrate, a en effet obtenu à lui seul une majorité des 2/3 à la Chambre basse, un record historique pour le parti. Devenue en octobre la première femme à diriger le gouvernement japonais, Sanae Takaichi sort renforcée pour mettre en œuvre son programme centré sur le relèvement des dépenses de défense, le durcissement des règles concernant les étrangers et un soutien accru à l'économie, notamment via l'exonération de taxes à la consommation sur les produits alimentaires pendant 2 ans afin d'alléger l'impact d'une inflation persistante. Elle a annoncé vouloir conduire des réformes politiques importantes avec une politique budgétaire qu'elle qualifie de responsable. Elle envisage la création d'une agence nationale du renseignement et le renforcement des capacités de sécurité et de renseignement de l'État, tout en conservant son équipe gouvernementale actuelle et en faisant adopter rapidement le budget qui commence le 1er avril prochain. Sur le plan diplomatique, la première ministre japonaise entend actualiser le concept d'Indo-Pacifique libre et ouvert, hérité de son mentor, Shinzo Abe, en consolidant les chaînes d'approvisionnement, en misant sur le libre-échange et en renforçant les capacités militaires du Japon, y compris face aux tensions avec la Chine autour de Taïwan, ce qui suscite l'hostilité de Pékin. Elle envisage aussi de relancer le débat sur la réforme constitutionnelle et sur les règles de succession impériale, s'opposant à l'accession d'une femme au trône, tout en envisageant la possibilité d'adoption de descendants mâles issus de la lignée impériale, tandis que sa coalition étudie également un projet de loi interdisant la destruction du drapeau japonais. Les parades carnavalesques antillaises ont fait vibrer Montpellier du 19 au 21 février, une manifestation festive attirant une importante communauté antillaise et hexagonale autour de traditions partagées. Près de 500 marins de 40 nations se préparent pour la 17e édition de la Roar Caribbean 600, une course de haute mer de 600 milles autour des îles Caraïbes. Elle débute ce lundi avec des attentes fortes pour des performances spectaculaires sur l'eau. Le corridor de Lobito est un axe logistique dont l'élément principal est une ligne ferroviaire de 1300 km reliant le port de la ville de Lobito, situé dans le sud-ouest de l'Angola, aux régions riches en minerais de la Zambie et du Congo à l'est. Le chemin de fer de Benguela, composante la plus importante de ce corridor, a été construit sous la domination coloniale portugaise.
C'était une des 3 lignes ferroviaires reliant les ports de la colonie à son arrière-pays. L'Angola colonial pouvait ainsi fournir au Portugal des matières premières à bas coût. Pendant la guerre civile angolaise, qui a démarré au cours du processus d'indépendance et qui a duré de 1975 à 2002, la ligne a été en grande partie détruite. Une fois la paix revenue, elle a été reconstruite par des entreprises chinoises grâce aux revenus du pétrole et à des capitaux chinois. Mais c'est un consortium composé de 3 entreprises occidentales, suisses, portugaises et belges, qui, en s'engageant à investir 455 millions de dollars dans le développement du corridor, rien qu'en Angola, a obtenu en 2023 une concession de 30 ans pour l'exploitation de la ligne. Le corridor de Lobito est en effet devenu un projet d'importance mondiale parce que la Zambie et la République démocratique du Congo fournissent à elles deux environ 14% de la production minière mondiale de cuivre et la RDC à elle seule 73% du cobalt. Or, ces minerais sont essentiels à la transition énergétique propre et aux technologies modernes de communication. Joe Biden lui-même, alors président des États-Unis, mais aussi le président allemand Frank-Walter Steinmeier se sont rendus sur place. En 2024, les États-Unis, l'Europe, la Banque africaine de développement et les 3 pays hôtes, RDC, Zambie et Angola, ont en outre signé un protocole d'accord visant à prolonger la ligne vers l'Est et à mobiliser les investissements le long de son tracé. L'UE, à elle seule, a promis au moins 2 milliards de dollars. Pour autant, au-delà de la construction elle-même, les infrastructures immatérielles telles que les douanes et les réglementations restent à mettre en place. Il existe par ailleurs une concurrence d'autres itinéraires, notamment le chemin de fer Tazara, qui, construit par la Chine, relie la Zambie à Dar el Salam. Mais le plus préoccupant, c'est que le modèle économique sur lequel repose la mise en place du corridor de Lobito ne constitue en rien une rupture avec l'extractivisme exploiteur. Le corridor en lui-même ne permettra pas de faire en sorte que l'exploitation minière participe au mieux-être des populations sur place. L'Angola a déjà connu des décennies d'exportations pétrolières à grande échelle qui n'ont guère amélioré la situation de ses habitants. Elles ont au contraire favorisé une corruption flagrante. Le journaliste angolais Rafael Marques de Moraes a même qualifié le corridor de miroir de tout ce que le continent endure de négatif, dette chinoise, opportunisme occidental, sang congolais, mauvaise gouvernance angolaise. Selon lui, si l'hypocrisie avait besoin d'un chemin de fer, il ressemblerait exactement au corridor de Lobito. Une attention nouvelle est portée à la crise du trafic de cocaïne dans les Antilles, où les saisies ont atteint des niveaux records en 2025. Cette zone est désormais au premier plan des actions de lutte contre le narcotrafic en liaison avec les différents gouvernements. Des associations environnementales états-uniennes ont engagé des poursuites contre l'administration Trump après l'abrogation d'un texte clé qui fondait la lutte fédérale contre les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Elles estiment que cette décision annoncée par le président américain Donald Trump il y a quelques jours est illégale et elles mettent en avant le risque qu'elle fait peser sur la santé publique et l'avenir des jeunes générations. La mesure visée est le constat de mise en danger adopté en 2009 sous Barack Obama. Il reconnaissait alors officiellement que plusieurs gaz à effet de serre sont dangereux pour la santé publique et servait de base juridique à de nombreuses régulations, notamment dans le secteur automobile. Selon les ONG, les arguments avancés pour justifier son abrogation avaient déjà été examinés puis rejetés par les tribunaux. Les plaignants promettent une bataille judiciaire de longue haleine, probablement jusqu'à la Cour suprême. Ils dénoncent une opération au bénéfice des grandes compagnies pétrolières qu'ils accusent de profiter d'un affaiblissement délibéré de la réglementation climatique. Une action de restauration de la mangrove a mobilisé des volontaires au Robert à Sable-Blanc avec l'association Roots of the Sea. L'initiative vise à sensibiliser aux enjeux de la biodiversité et à protéger les écosystèmes côtiers fragiles face aux pressions anthropiques.
Avez-vous l'impression de vivre dans un pays pauvre? Je dirais deux réponses. C'est comme si on prend par exemple, je donne un exemple, hein. On va prendre par exemple le quartier de Trinel, donc on va prendre le bas, le Volga, et on va prendre le quartier de Didier, où on voit les gens, entre guillemets, un petit peu plus huppés. En Martinique, je ne dirais pas qu'on est pauvre. C'est il y a une mauvaise gestion. C'est tout. Il y a une mauvaise gestion des choses. On a des richesses en Martinique, mais on ne sait pas le gérer. On a beaucoup de richesses en Martinique. Mais on ne sait pas le gérer. Et rapidement, hein, pour dire, lorsqu'on voit que, entre guillemets, nos hommes politiques, qui ont le pouvoir de changer beaucoup de choses, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Vous voyez un jeune qui a une capacité de réussir quelque chose, on va le bloquer. On va favoriser quelqu'un de l'étranger pour faire avancer. On connaît un exemple encore. Vous avez un terrain à vendre à Martinique. Le Martiniquais va pas le vendre pour le Martiniquais, il va le vendre pour le métropolitain qui arrive. Pourquoi? Voilà. Mais, la question même, est-ce qu'on est pauvre en Martinique? Non. Je ne crois pas. Parce qu'ils ont les moyens. Non. Alors je pense que rien qu'à regarder autour de nous, nous voyons bien que c'est pas la pauvreté qui comment dirais-je, qui domine. Hein? Ah non, il y en a qui sont dans la pauvreté, mais ceux-là ils sont pas vus. Mais bien souvent on pleure le ventre plein. Hein? Voilà ce que j'avais à dire. Non, je ne crois pas. Non, parce que là, on est allé, on a notre voiture, on a tout ce qu'il y a. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas pauvre. Avez-vous l'impression de vivre dans un pays pauvre? Il y a des pauvres, il y a des moins riches, il y a des très riches et il y a des riches. Alors, et il y a des très pauvres aussi. Ce que je pense, Martinique n'est pas si pauvre que ça quand même, hein. Parce que bon, il y a des gens qui sont là, qui attendent sur la SA, les machins comme ça. Mais normalement, on a un tiers de personnes qui sont à l'aise, qui sont très aisées, hein, ici, hein. Vous comprenez? Machin comme ça. Mais en principe, c'est pas tellement, on peut pas comparer avec d'autres machins. Hein? On ne peut pas comparer avec, à côté de cette Lucie. Mais il y a des pauvres. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres. Non, c'est mitigé, c'est mitigé. Ah ben, il y a les riches et il y a les pauvres. Ouais. Parce que, regarde, aujourd'hui, lundi, regarde comment on est rempli sur le parking. Et on dit qu'on n'a pas d'argent. Bon, après, il y a ceux qui travaillent pour avoir à manger et il y a ceux qui travaillent pas. Donc voilà. Donc, on va dire que c'est mitigé, c'est mitigé. Il y a les riches et il y a les pauvres. Non, pas du tout. Lorsqu'on voit tout ce qui nous entoure, les voitures, les centres commerciaux pleins, voilà, on n'a pas l'impression d'être dans la souffrance, quoi. Donc voilà, donc il faut aller à certains endroits, oui, on peut le voir, mais il y a des endroits où ça se voit pas du tout. Vous vous rendez compte, des gens en principe sérieux nous expliquent le plus sérieusement du monde que nous n'avons pas trop à nous inquiéter. Certes, l'intelligence artificielle va provoquer de nombreuses mises au chômage, mais elle va également créer de nouveaux emplois. Eh bien, même un TB, au sens médical du terme, ne peut imaginer que lorsqu'on va détruire 10 000 emplois pour les remplacer par une machine, on va dans le même temps employer 10 000 personnes pour construire cette machine et la réparer quand elle sera en panne. Pourquoi donc est-ce ce discours-là que l'on nous sert inlassablement? Comme si donc nous sommes des tébés. Répétons-le pour la 1000e fois, nous sommes en face d'une mutation de la société comme il n'y en a jamais eu dans le passé, même quand l'humanité a navigué de l'âge de pierre à l'âge de fer. En réalité, si on met 10 000 personnes au chômage, ou que pour le moins on réduit de façon significative la durée hebdomadaire du travail, on doit en même temps leur garantir quand même un pouvoir d'achat qui fait quand même d'eux des consommateurs de ce qui sera produit
par l'intelligence artificielle. Si on les met au chômage ou qu'on réduit sur le temps de travail sans leur garantir ce pouvoir d'achat, ça ne pourra pas fonctionner, car qui achètera ce qui sera produit? Dès lors, on construit de fait une société où on aura énormément de temps libre. Mais il faudra bien s'occuper. Et c'est là que la société bascule, forcément. Elle va s'occuper à passer du bon temps. Et la société de l'effort que nous connaissons actuellement sera remplacée par une société du loisir. Vous vous rendez compte? Tout ce que l'on aura à faire essentiellement dans la vie sera de s'amuser, de prendre du bon temps. Au diable le travail. Bien entendu, c'est très difficile, même à imaginer. Mais, tout comme un individu au Moyen-Âge aurait eu du mal à imaginer que 600 êtres humains allaient pouvoir voler dans un oiseau en fer appelé avion. Et bien entendu, une ville conçue pour s'amuser ne se construit pas comme une ville conçue pour travailler. Quant aux plages, avec les restaurants et les autres loisirs qui vont avec, n'en parlons pas, elles ne désempliront pas, etc., etc. C'est donc cette extraordinaire mutation qu'il faut prévoir et organiser. C'est évidemment quelque chose de colossal. Est-ce pour cela que personne n'en parle? Est-ce pour cela que personne ne semble s'y préparer? Même en commençant simplement par réduire le nombre d'heures de travail dans les secteurs où l'intelligence artificielle est déjà très présente. De les réduire par la loi et non pas par le bon vouloir des entreprises, comme on a imposé les 35 heures et le SMIC. On observe que cette problématique-là ne semble être prise en compte nulle part dans le monde, pas plus aux États-Unis qu'en Chine ou qu'en Inde ou qu'en Europe. Peut-être parce que les quelques grandes fortunes qui dominent le monde n'ont pas encore trouvé le moyen de mettre ce nouveau monde, ce monde à venir, au service de leurs intérêts comme l'est le monde aujourd'hui. Mais que peuvent faire les peuples? En Occident, chez nous, la démocratie leur permet d'élire des hommes et des femmes qui les représentent et défendent leurs intérêts. Ces hommes et ces femmes doivent être en mesure de parler de tout cela, de le vulgariser et d'imposer à ceux qui nous gouvernent de le prendre en compte. Pour le moins, et d'ores et déjà, exiger une réduction du temps de travail légal. Il y a près de 30 ans que nous en sommes aux 35 heures par semaine. Les poux ne circulent pas seulement dans les écoles. Selon l'épidémiologiste Vincent Ouvigne, qui travaille sur le suivi des infestations par les poux, croire que les poux font leur apparition en septembre est une idée fausse. Ces petites bêtes circulent encore plus facilement de tête en tête durant les vacances en raison des multiples activités pratiquées et d'un important brassage de population. Ainsi, les poux s'attrapent partout, dans les campings, les clubs, les parcs d'attractions, les piscines, les colonies de vacances, les centres aérés. Alors inspectez le cuir chevelu de vos enfants dès maintenant, car l'alerte lancée par Celtifarm est basée sur la hausse des ventes de produits anti-poux en pharmacie. En pratique, inspectez dès maintenant le cuir chevelu de vos enfants et en cas d'infestation, l'idéal est d'avoir toujours dans son armoire à pharmacie un produit anti-poux d'avance pour pouvoir traiter le plus rapidement possible. Pour plus d'informations sur comment prévenir et traiter les poux, www.celtifarm.com.